Bonjour mes amis des chemins de l'intuition. Eh bien écoutez, aujourd'hui je suis absolument ravie de vous présenter un livre absolument extraordinaire qui s'appelle L'esprit des maladies et j'ai la chance et le privilège d'avoir, grâce toujours à la technique hein, ça c'est le miracle de la technique et du Zoom, son auteur qui est Claire Marie et ce livre a été édité chez Guy Trédaniel. Alors, pourquoi ce livre m'a vraiment enthousiasmé? D'ailleurs, quand je l'ai reçu, je l'ai dévoré en un week-end parce que, évidemment, il y a beaucoup de choses à apprendre, mais l'auteur est vraiment une conteuse exceptionnelle. Moi, je suis rentrée dans le livre. Je vivais, enfin, on va parler des voyages de Claire, mais je vivais avec elle, j'ai vécu, alors, dans un français extraordinairement bien écrit. Aujourd'hui, c'est tellement rare qu'il est bon de le souligner. Et vraiment, ce livre m'a enthousiasmé. C'est un coup de cœur. Voilà, tout simplement. J'ai adoré ce livre. Bon, vous savez que quand je suis passionnée, je l'exprime. Donc voilà. Donc j'ai la chance d'avoir, et sur le même fuseau horaire, on rit beaucoup avec Claire-Marie depuis, enfin c'est moi qui ris avec ça, parce que depuis toutes ces années que je fais des interviews ou qu'on me fait des interviews, hein, où je suis interviewée, c'est la première fois que je trouve quelqu'un qui est sur mon fuseau horaire. Donc, bonjour Claire, bonjour. Bonjour. Alors, vraiment, quand j'ai reçu ce livre, alors bon, on est sur les chemins de l'intuition, et c'est curieux parce que quand j'ai reçu le communiqué de presse de votre maison d'édition, qui est aussi la mienne d'ailleurs, j'ai senti intuitivement, bon, l'intuition quand même, je l'écoute, que ça allait matcher. Et donc, j'ai dit oui, ok, je l'ai reçu et je l'ai dévoré. Alors, évidemment, il est tellement riche qu'il a fallu faire des choix malheureux, n'est-ce pas? Mais enfin, vous voyez, j'ai mis toutes mes petits. Bon, j'espère qu'on aura le temps de voir le principal. Alors, Claire, donc vous habitez donc en Grande-Bretagne, c'est ça, hein? Oui, c'est ça. Ça fait 25 ans que j'habite en Grande-Bretagne. Oui. Donc vous habitez en Grande-Bretagne. Alors, vous êtes psychologue clinicienne et j'aimerais que vous nous disiez, enfin, comment vous en êtes arrivée au chamanisme et devenir une chamane. Alors, je vais faire un petit peu de pub pour mon premier livre, puisque dans mon premier livre, Comment je suis devenue chamane, je raconte cette histoire en fait. J'ai donc été formée d'abord à la psychologie ethnopsychiatrique à travers l'université de Paris 8 que dirigeait Toby Nathan à l'époque. Donc, assez sensibilisée à l'idée que les maladies existaient et des créations culturelles en fait, et qu'on exprimait notre souffrance suivant la culture dans laquelle on était né. Donc j'avais un peu ça en background intellectuel quelque part. Puis j'avais été pas mal émue par certaines de mes stages et de ce que j'avais pu recevoir. Et puis quand j'ai commencé à travailler comme psychologue clinicienne, pas dans les hôpitaux, dans les oui, enfin, on peut dire dans les hôpitaux, c'est pas très grave. Je ressentais des choses. Après avoir vu les gens, je sentais qu'il se passait des choses. C'est comme si leur esprit restait avec moi, mais je ne savais pas que c'était leur esprit. Et puis, par un hasard, il n'y a jamais vraiment de hasard, mais j'ai rencontré une femme qui avait été voir une autre femme qui avait été initiée par une curandera, donc une femme médecine mexicaine qui ne se dit pas particulièrement chamane et qui travaille avec les énergies et qui en parallèle est complètement chrétienne d'ailleurs. Et puis de fil en aiguille, en fait, j'ai reçu cette initiation aztèque où cette femme m'a initiée dans sa lignée et m'a formée à la roue de la médecine, dont le concept des 4 directions et du centre, et m'a formée surtout à la façon dont on pouvait soigner les traumatismes et le déséquilibre qui s'installe en nous quand on vit des traumatismes, à partir de l'idée que quand on vit un traumatisme, qu'il soit un petit traumatisme sur la durée ou un choc, une partie de notre esprit, une partie de notre De notre énergie âme. vitale, on peut dire de notre âme, mais de notre énergie vitale sort du corps. Et en sortant du corps, elle laisse une béance dans nos chakras, dans nos cellules, et cette béance se remplit. On va la remplir, si par exemple c'est un enfant qui a une mère déprimée, par exemple, et ben en fait, c'est pas un choc-choc, mais l'esprit de l'enfant sort du corps et l'enfant va recevoir l'énergie de la souffrance de la mère. Et puis voilà, adulte, l'enfant va porter cette souffrance sans savoir d'où ça vient. Et quand on grandit et que notre esprit sort de notre corps, on peut remplir la béance par des pensées négatives,
mais aussi par des belles choses, par de la créativité, de la gentillesse, de l'intelligence, du travail, de la passion, la religion, même, enfin la spiritualité. Donc en fait, on est tous un peu déséquilibrés. On a tous perdu des bouts de notre esprit. Mais quand on en a perdu trop, on se remplit de choses qui sont plus nous en fait. Et du coup, on n'est plus aligné au fil de notre âme. C'est un peu comme ça que je décris ça. Et le travail dans beaucoup de traditions chamaniques, en tous les cas dans celle dans laquelle j'ai été initiée, c'est d'aider la personne à se nettoyer. Et d'ailleurs, en espagnol, une langue que je ne parle pas, mais on dit limpia, limpia. Donc, on nettoie le corps de la personne avec des œufs, des chants. Énergétiquement, la personne se libère des émotions dont elle ne veut plus et le chaman souffle dans le corps du patient, dans la nuque, ou dans les pieds, dans le bas du dos, pour ramener l'esprit. Et donc l'esprit rentre dans le corps et ça permet à la personne de se réaligner au fil de son âme. C'est comme ça que j'en parle. Il n'y a pas d'autres traditions vont parler d'âme comme d'esprit comme âme. Donc c'est juste des mots Oui, que des mots, c'est voilà. ça, oui. Donc Oui. je tiens à dire que tout ce que je dis, tout ce que je fais, ne c'est pas une vérité. C'est la façon dont je comprends l'invisible avec mes traditions, comment j'ai été initiée, ma culture. Hein. Et mon but, c'est d'aider les personnes à faire sens pour eux. Je ne veux rien imposer. Voilà, c'est ça. Alors, justement, on va en parler, mais un jour, vous avez pris donc, votre petit baluchon, si j'ose dire, vous avez tout remis votre maison et puis vous êtes parti courir le monde pour savoir ce qu'était l'esprit des maladies. Alors, j'aimerais déjà, d'ores et déjà, que vous me disiez ce que vous entendez par l'esprit des maladies. Alors, je peux vous dire brièvement comment l'idée m'est venue. Oui, et c'est Euh, surtout, oui aussi, voilà. ça. Donc, je travaillais en management de la douleur et j'ai beaucoup travaillé avec des gens qui souffrent de fibromyalgie ou de fatigue chronique. Et d'ailleurs, j'aimais un homme beaucoup, c'est un des hommes de ma vie, qui souffre de fibromyalgie. Et en fait, j'ai observé qu'il y avait quelque chose qui n'était pas que de l'ordre du physique, comme si la maladie avait une énergie. La personne développait une relation avec l'histoire de sa maladie, ça devenait une forme d'identité. Donc, ça commençait à cogiter dans ma tête. Et puis après, j'ai été travailler en service d'oncologie, où je travaillais avec des femmes qui avaient eu beaucoup de cancers dans leur famille et qui venaient quelquefois faire des choix d'avoir une mastectomie parce qu'ils souffraient du gène BRCA. Enfin, c'est comme ça qu'on dit en anglais. Bref, un jour, cette femme arrive, elle n'avait pas ce gène, mais elle voulait qu'on lui coupe les seins. Et elle me regarde, elle me dit, à 12 ans, ma mère a eu un cancer. Elle m'a regardé dans les yeux et elle a dit, ce jour-là, le cancer est rentré dans notre famille. Et là, je le ressens encore dans ma colonne vertébrale. Et à ce moment-là, j'ai ressenti l'esprit du cancer. Et j'ai compris qu'en fait, les maladies avaient un esprit. Donc, en fait, ce que j'entends par esprit des maladies, c'est quelque chose qui serait à l'extérieur de nous, qui peut être une construction culturelle. D'ailleurs, ça l'est. Quelqu'un qui va voir son docteur et qui a un lump, comme on dit, quelque chose dans le sein, et le docteur dit qu'il faut faire une biopsie, l'esprit du cancer arrive. Oui, Le voilà. cancer n'est peut-être pas là dans la physiologie de cette personne, mais la personne repart avec la peur de la mort et comment le cancer est construit. Donc ça, pour moi, c'est ça l'esprit d'une maladie. Mais en même temps, l'esprit d'une maladie, c'est tout ce qu'on invente autour d'une maladie. C'est beau, c'est ça que je raconte, c'est que ça peut être lumineux aussi, l'esprit d'une maladie. Je ne sais pas si, par exemple, on prend un homme hyper égoïste qui bosse comme un malade et qui, pour gagner de l'argent pour sa famille, et tout d'un coup, sa femme développe un cancer, il réalise qu'il aime sa femme, il commence à s'en occuper. Eh bien, moi, je dirais, l'esprit du cancer a permis à cet homme de se transformer. Pour moi, c'est ça l'esprit du cancer. Donc, en fait, quelque part, je ne définis pas c'est quoi l'esprit d'une maladie. C'est tout ce qui est autour de la maladie. Euh, et on peut comment dire, euh, le penser comme un esprit et du coup s'adresser à cette énergie. Euh, et dans, voilà, pour le moment,
voilà, je pourrais peut-être en parler plus tard. Je ne vais pas trop compliquer pour la première question, mais pour moi, c'est ça. Donc, en Non, fait, non, c'est pas compliqué, c'est sa important parce que naissance, effectivement, et je le dis dans mon introduction sur le blog, il faut pas s'arrêter au mot maladie. Vous voyez, parce que bon, il y a des personnes qui peuvent se dire, oh là là, les maladies, ça. Alors, moi, j'ai trouvé vraiment votre livre extraordinaire parce que vous parlez d'un livre extrêmement, enfin, d'une chose extrêmement sérieuse, la maladie, comme vous dites que ça soit comme ça ou comme ça. Un cancer, ça commence toujours un petit peu, hein, et puis après, ça prend des proportions. Donc, il ne faut pas s'arrêter au mot maladie. Mais il y a quelque chose un peu de magique dans votre livre. Hein, moi, j'aime beaucoup la magie. Hein. Donc, et surtout, vous êtes une excellente conteuse. Ça, alors là, je ne sais pas si tous les chamans sont comme ça, mais vous, ça, vous avez le don. Et donc, il y a comment dire, on est entraîné dans le livre, dans vos aventures. Donc là, vous dites que, effectivement, en Occident, alors vous le dites, en Occident, alors attendez, que j'ai perdu, voilà, en Occident, les maladies sont comprises et théorisées comme résidant à l'intérieur du corps de l'individu. Et alors, le plus souvent, elles sont vécues comme des ennemis qu'il faut mater et détruire. C'est-à-dire, il y a une maladie, on va déclencher tout un tas de batteries de tests, d'analyses et bazar et machin, mais on ne va pas comprendre précisément l'esprit de la maladie, ce qu'elle vient nous enseigner. Parce qu'elle vient nous enseigner, elle vient nous dire quelque chose. Et puis, vous dites, alors là, moi, j'ai beaucoup aimé, en Sibérie, la maladie est provoquée, enfin, selon les croyances locales, hein, en Sibérie, la maladie est provoquée par les esprits en colère. Et ça m'a beaucoup parlé. Parce que, effectivement, vous en parlez aussi dans le livre, on l'apprend, puisque je suis thérapeute, que, évidemment, les peurs, la colère et tout ça, eh bien, la rancœur, enfin, toutes ces croyances négatives, eh bien, sont porteurs en latence, on va dire, de certaines maladies, peut-être. Bon. Donc là, vous avez votre idée, hein, cette dame, elle vous dit ça, elle s'est mise en exergue dans le livre, puis un jour, vous décidez de partir, donc là, on en revient avec votre petit baluchon, et vous avez l'idée de partir, de parcourir les routes pour savoir comment on vit les maladies dans différentes cultures. Alors, vous allez en Suède, vous allez au Népal, vous allez en Inde. Comment avez-vous choisi les pays dans lesquels vous allez vous rendre? alors, si je suis complètement honnête, c'était pas euh, 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 complètement dans différentes cultures. C'est-à-dire, j'ai commencé d'abord en Angleterre et en France. Ah, j'ai Mhm. mis du temps à comprendre comment j'allais travailler avec les gens parce qu'au départ, je me suis sentie un peu comme un paparazzi qui regardait les maladies des autres. Et après, j'ai compris que non, ce n'était pas à moi de juger si cette personne, sa maladie était spirituelle, physique, ça ne me regarde pas. Seulement les gens qui voulaient vraiment venir vers moi pouvaient le faire. Et donc, j'ai envoyé des invitations en disant, bah voilà, c'est ce que je fais. Et j'ai eu des gens, plus en Angleterre d'ailleurs qu'en France au départ, c'était intéressant, on pourra en reparler. Et, euh, je suis partie en Suède parce qu'il se trouvait que j'avais un amoureux suédois à l'époque et j'ai été imprégnée de la nature suédoise, donc je n'ai pas étudié comment on pensait les maladies en Suède particulièrement. D'accord. Mais euh, à un moment, euh, j'étais très seule, très seule. Alors, je ne vais pas raconter tout le livre, sinon les gens ne vont pas le lire. Ah non, 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 je ris, je ris, je ris. J'étais très seule, en fait, parce que finalement, c'était un peu comme si je voulais faire un doctorat sur l'esprit des maladies, mais je ne voulais obéir à personne. on Et en même temps, quand on veut obéir à personne, eh ben, on est un peu comme... Voilà. Donc, est un j'étais peu seul, seule. oui, on est un peu seul. J'avais pas de référent, en fait. Et je suis tombée, j'ai compris que dans l'Antiquité, on soignait par le rêve, en fait. On soignait avec le dieu Asclépios, le dieu de la médecine, par le rêve. Et donc, du coup, j'ai décidé d'aller en Grèce pour rencontrer ce dieu. Donc, j'en parle Oui. dans le voyage. Et puis, je continue mon histoire, mon travail, etc. Et puis, 6 mois après, je suis encore complètement seule. J'ai plus de maison, je ne sais pas où aller l'hiver. Je suis un peu à ramasser la petite cuillère. Il faut le dire. Et je me dis, mais Claire, t'arrêtes pas de demander aux esprits pour les autres, pourquoi tu ne demandes pas à toi? Et les esprits me disent de partir au Népal. Et ce qui m'intéressait de retourner au Népal, c'était de mieux comprendre comment, dans la religion euh, bouddhiste, en fait, on pensait la maladie, en fait, comment la maladie était comprise. Et donc, du coup, quand j'étais au Népal, j'ai passé du temps avec un yogi hindou et je suis allée dans les montagnes du Népal spécialement pour essayer un petit peu de mieux comprendre
Euh, et donc, ça m'a permis de rencontrer des lamas qui m'ont expliqué certaines choses. Mais encore une fois, ce n'est pas une étude anthropologique. C'est vraiment l'idée, mon idée, c'est de faire voyager le lecteur pour que, en rencontrant d'autres cultures, d'autres paysages, quelque chose bouge dans le lecteur de sa relation avec sa maladie. Donc, ce n'est pas pour dire, oh, au Népal, on fait comme ça, faites comme ça. C'est non, au Népal, on fait comme ça, donc les choses sont pensées différemment, et peut-être dans la vibration de mon écriture et des montagnes, alors quelque chose peut bouger dans l'histoire du lecteur, dans sa relation avec la maladie. Parce que pour moi, ce qui m'intéresse toujours, c'est de travailler avec la personne telle qu'elle est, en fait, avec sa culture. Peut-être qu'en lisant sur les enfants du Népal, eh ben, cette personne, un jour qui est malade en France, elle va faire un rêve et son arrière-grand-mère, qui était guérisseuse dans le Berry, va pouvoir lui parler. Parce que vibrationnellement, quelque chose s'est ouvert dans sa façon de penser, en fait. C'est ça qui m'intéresse. Écoutez, là, vraiment, moi, je dis, alors là, je suis convaincue que les personnes qui vont voir votre interview, notre interview, vont adhérer parce que, franchement, là, vous avez dit voyager, vous avez résumé, là, maintenant, votre livre. Moi, c'est ce que j'ai éprouvé. Alors, votre but est réalisé, au moins avec moi, ça, c'est sûr. Parce que moi, j'ai voyagé avec vous, j'ai voyagé et j'avais envie de savoir la suite. Vous savez que, bon, moi, je suis une grande lectrice et j'adore les polars aussi. Et alors, les polars, j'ai une bibliothèque entièrement des Il n'y a centaines. pas de meurtre dans le mien. Flûte Non, il n'y alors. a pas de meurtre, il n'y a pas de meurtre, il n'y a pas de meurtre. Ça finit bien, ça finit bien. Mais je veux dire, bon, c'est ça, dans un polar, un bon polar, on suit, puis on a vraiment envie de continuer, puis savoir bah, justement quel est l'assassin, où se situe le problème. Et là, moi, je vous ai accompagné dans vos voyages, et c'est vraiment fascinant, parce qu'en même temps, vous nous racontez vos expériences, mais on les vit. C'est ça le talent de conteuse que vous avez, je trouve absolument extraordinaire. Donc là, par exemple, il y a quelque chose moi c'est la religion bonne. C'est ça, on dit ça, bonne. Hein. La religion. Est-ce que vous pouvez nous en... Bon, moi, j'étais attirée par tout le livre, mais comme malheureusement, il faut choisir, on ne peut pas rester 4 heures, c'est dommage, mais est-ce que vous pouvez nous dire comment eux vivent. Alors, il y a une chose qui est assez intéressante, et j'aimerais le dire tout de suite, c'est au moment du Covid, il n'y a aucune personne qui est morte dans cette région-là. C'est ça, hein, auprès des Alors, Italiens. attendez. Déjà, je tiens à dire, je ne suis pas une spécialiste de la religion Oui, bonne. Hein, donc, oui, tout ce que je dis, c'est la façon dont je l'ai compris. oui. Voilà, donc je tiens à dire ça. Euh, donc je suis arrivée au Népal le 14 juin, non, janvier 2020. 15 jours plus tard, on a commencé à entendre parler du Covid et comme Oui, il s'est déclaré en, en Chine, donc du coup on oui, était vraiment proches. Hein, oui. et les gens commençaient à porter des masques, mais de façon au Népal, comme il y a tellement de pollution, on porte des masques souvent dans les villes, Ah, etc. d'accord, oui. Euh, et donc 2 mois plus tard, quand j'étais dans les montagnes du Moustan, ça devait être fin mars, et en fait je comptais revenir en France, et puis pof, le lockdown, comme on dit, Oui, confinement oui, s'est déclaré confinement, en on fait n'avait dans tout le plus. monde, y compris au Népal. Si j'avais fait des pieds et des mains, j'aurais pu rentrer, mais j'étais bien mieux, honnêtement, dans le haut de l'Himalaya qu'enfermée dans un appartement à Paris que je n'avais pas. Je n'avais pas de maison. Donc pourquoi revenir m'enfermer là? Je ne pouvais pas. Et effectivement, mais j'ai pas les chiffres, j'ai pas. Donc voilà, donc je veux pas dire des choses qui sont pas. Mais alors qu'il y avait beaucoup de morts partout, eh ben, au départ, en tous les cas, pendant un moment, les montagnes, elles étaient protégées. Et d'ailleurs, quand j'étais là-bas, à un moment, j'ai assisté à une cérémonie, puisque une des conceptualisations dans la religion tibétaine, bouddhiste et bonne, c'est que les maladies, elles sont nourries par les fantômes affamés, c'est-à-dire des morts qui partent mal, qui partent pas vers la lumière, ou parce qu'ils meurent de façon en colère, ou parce qu'ils sont pas suffisamment honorés. Donc, il reste en fait ce qu'on appelle des fantômes affamés. Mhm. Et d'ailleurs, je me souviens, ma, pas ma maître, mais mon enseignante
mexicaine, elle disait, mais vous, en Europe, vous vous occupez pas de vos morts. Je peux pas dormir quand je vais en Europe. Vous vous occupez pas de vos morts. Donc, en fait, il y a beaucoup de fantômes affamés en Europe, en fait, et dans la conceptualisation, en tous les cas, bonne de la maladie, ces fantômes affamés s'accrochent à nous. Donc, on n'est pas possédé, c'est des énergies, il faut pas... Oui, oui. voilà, mais ça peut affecter nos corps, en fait. Et dans cette cérémonie, c'était des jours et des jours entiers de prière avec tout le village, les lamas, les moniales, et on faisait des grands feux qu'on nourrissait beaucoup avec du genévrier, avec des épices. Et donc, en fait, ces feux étaient censés nourrir ces fantômes affamés. Et si on les nourrit, eh ben, du coup, ils ne s'attaquent pas au corps. Oui. D'accord. Donc, c'était une façon de protéger les montagnes. Et chaque village a fait des cérémonies. Euh, Est-ce qu'on peut calculer comment ça a protégé? Je ne sais pas. Oui, Mais bien sûr, oui. voilà. C'est juste une remarque que c'est quand même curieux que ben, ça ne soit pas arrivé jusque-là. Ah, C'est on curieux, peut pas je ne pense pas qu'on puisse dire ça comme ça, non? mais enfin, ce que je veux dire, c'est que je pense qu'il y a tellement. Les épidémiologistes diraient, mais qu'est-ce qu'elle raconte, cette psychologue, dans son interview? Je pense qu'il y a tellement de facteurs qui affectent. Je crois qu'en Angleterre, on a vu que les Japonais étaient beaucoup plus affectés, par exemple, mais dans certains pays, peut-être la diet, comment on dit, ce La qu'on diète? mange, Oui, oui. etc., les facteurs génétiques ont fait que peut-être certains pays ont été moins affectés que d'autres de par ça aussi. Vous voyez Oui, ce de que je par veux ça dire? aussi, oui, sûrement. Mais Oui. en tous les cas, c'est vrai que ça me- j'étais dans les montagnes du Moustan, dans cette vallée qui était à la fois fermée, mais pas complètement fermée. Et il y a au départ, mais c'est peut-être simplement parce qu'elle était tellement isolée qu'elle a été protégée, tout simplement, mécaniquement, Mhm. du virus. Vous voyez ce que je veux dire? Oui, Mais oui, 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 tout à fait, oui, oui. tout y contribue et que ces cérémonies, elles, à mon sens, elles, c'est en fait de la prévention. C'est-à-dire que les gens sont tellement connectés avec leur environnement de façon presque inconsciente, j'allais dire. Quand j'étais inconsciente, quand j'ai habité dans ce petit village du Moustan, dans les montagnes, l'hôtelier chez qui je vivais, mais tous les matins, à 6 heures du matin, il se lève, il fait ses rituels, qu'il pleuve, qu'il neige, qu'il vente, moins 5 degrés, 10 degrés. Et c'est des rituels. Et si je lui demande, mais tu fais quoi, c'est quoi? Il ne sait pas m'expliquer. Mais donc, son corps est en fait enclenché dans des rituels traditionnels qui ont été portés, les lamas chantent. Donc, en fait, il y a des connexions énergétiques qui relient tout le monde tout le temps et qui fait qu'à mon avis, ça a un impact euh, de protection, en fait. Donc c'est la toile des maladies. Voilà, on pourrait dire ça aussi, ces prières, c'est la toile lumineuse des maladies. Les gens se connectent, leur corps finalement n'est pas seulement à eux, en fait. Vous voyez, en Europe, par exemple, moi, ce qui me frappe, c'est que les gens qui ont le long Covid, on ne se Mhm. pose pas la question de savoir si c'est pas leur cœur qui porte ce Covid, si c'est pas parce qu'ils sont tellement sensibles à la souffrance, à tous les morts, et que du coup, c'est pas seulement leur souffrance qui porte, c'est la souffrance du monde. Moi, quand j'ai eu le Covid 2 fois, mais pendant 3 semaines, j'ai envie de mourir. Je peux avoir des côtés déprimés, mais pas à ce point-là. Donc, ça veut bien dire que ce virus, il y a eu tellement de morts que ce virus porte une douleur euh, de l'humanité extrêmement puissante. Donc, certaines personnes, ça passe tout seul, voilà, c'est pas leur truc. Et puis d'autres personnes plus sensibles, eh ben, se le prennent en plein et développent un long Covid. Et donc, ce qui m'intéresse, c'est pas de dire toutes les recherches scientifiques sur la conception physiologique, pourquoi certaines personnes développent des longs Covid, elles ont une puissance, elles sont réelles, c'est pas ça. Mais pourquoi pas aussi travailler avec une autre façon de voir qui pourrait s'associer et compléter en fait ce regard en disant ben, peut-être que aussi les gens qui développent le long Covid, c'est des gens qui ont fait le choix de porter la souffrance de l'humanité ou qui, parce qu'ils ont été traumatisés dans leur enfance, n'ont pas des protections suffisamment solides et du coup ils se tapent la souffrance du monde, ils n'ont pas du tout envie de la porter mais ils se la tapent.
Vous voyez ce que je veux dire? Oui, C'est ça tout qui à fait, oui. m'intéresse. Mm. Euh, oui, oui, ben justement, parce que vous dites que dans le monde occidental, enfin en Occident, c'est ça. Nous, on s'intéresse à la maladie en tant que symptôme, mais on ne s'intéresse pas du tout d'où ça pourrait venir. Et puis surtout, alors là, vous parlez beaucoup de l'invisible. Il y a toute cette partie visible. La maladie, c'est l'iceberg, c'est la partie visible. Puis il y a toute cette partie invisible, dont alors les Mexicains, au Népal, enfin chez les Grecs anciennement, on avait enfin chez les Grecs, vous en parlez, ils vivent la maladie, comment dire, ils la perçoivent d'une façon tellement différente. Alors la question que je voulais vous poser par rapport à ça, est-ce que dans ces pays que vous avez visités, le but c'est de guérir, c'est de comprendre, c'est quel est, par exemple dans civilisation, enfin la religion bonne, euh, la façon dont ils perçoivent la maladie, quel est leur but finalement par rapport à la maladie? Ils Ah veulent non, aller... je crois que le but, c'est guérir. Les chamans, c'est c'est guérir, vraiment voilà. pragmatique. D'accord. Et d'ailleurs, comment dire, et c'est pour ça, d'où l'intérêt de travailler ensemble. Les chamans népalais, par exemple, ils ont des méthodes, mais que je ne connais pas, hein. J'ai lu un peu dessus. Encore une fois, je ne suis pas spécialiste. Mais ils vont scanner leurs patients et s'ils sentent que la maladie, c'est une maladie physique, ils l'envoient chez le docteur. Oui. Vous voyez ce que je veux dire? Donc, ils savent, ils connaissent leurs limites. Ils savent que eux, leur truc, c'est de dealer avec les esprits et l'invisible. Ils peuvent se tromper, bien sûr. Mais y a tout à fait cette rationalité. Je crois que les chamans, dans toutes les cultures, sont hyper pragmatiques. C'est nous, les Occidentaux, qui voulons penser, rêver, machin. L'idée, c'est d'aller mieux. Euh, dans la médecine tibétaine, que je ne connais pas non plus, d'ailleurs, enfin, j'ai un tout petit peu cherché à comprendre, mais c'est pareil, c'est 10 ans d'études. La Bien médecine sûr, oui, tibétaine, oui. c'est extrêmement sophistiqué. On travaille avec les plantes, les machins, les méridiens. Ça, c'est une vraie médecine physique. Donc, toutes les médecines telles que je les comprends orientales, elles travaillent avec l'idée d'équilibre énergétique et donc de rééquilibrer énergétiquement. Dans le chamanisme, d'une certaine façon, c'est en apparence plus simple. C'est l'idée que effectivement quelque chose est déséquilibré parce que des forces sont venues ou attaquer, ou s'intégrer, ou parce qu'on a perdu des parties de soi. Et parce qu'on perd des parties de soi, on se laisse envahir. Donc les deux vont de pair, vous voyez. Si on est effracté, si on subit, je ne sais pas si une femme se fait violer, bon, c'est un exemple un peu, mais quelque chose entre en elle qui est puissant, et son esprit s'échappe, Bien et sûr. même quand la personne part, ça laisse un trou, et qu'est-ce qui se remet dedans? Des pensées négatives, de la haine de soi, etc. Vous voyez ce que je veux dire? Mais au départ, quelque chose est rentré de malveillant, et du coup, l'esprit s'est échappé. Quelquefois, euh, donc les deux vont de pair, vous voyez ce que je veux dire? Oui. Mais les médecines tibétaines, chinoises, c'est des médecines extrêmement sophistiquées de rééquilibrage intérieur des méridiens euh, où euh, comment dire, le, le, le médecin travaille avec le corps. Donc, d'une certaine façon, comme en médecine occidentale, il travaille avec le corps, mais il travaille avec les énergies. Donc là, vous dites que effectivement les chamans, ça enfin moi j'entends quand même pour la première fois, c'est que le chaman est pragmatique et si il voit que c'est vraiment il y a un problème, qu'on a besoin d'aller faire des batteries de tests par exemple ou de faire des examens tels que le monde occidental les préconise et utilise, il le dit, il le fait. Ah, je crois, ouais. Ouais. Hein, Mais je n'en pense pas tous les chamans. Et puis, même le terme chaman est tellement complexe, on ne va pas rentrer là-dedans maintenant. Mais euh, ce que, ce que je veux dire, c'est que finalement, il y a une collaboration entre les différentes formes de médecine. Voilà. Enfin, ce qui serait utile, parce que là, vous donnez un exemple, je me rappelle plus comment il s'appelle, un scientifique, alors je l'ai, ah voilà, c'est ça, voilà. Non, mais j'ai mis des petits rappels hein, pour pas, de cette personne qui est venue vous voir, Sébastien? Sébastien, voilà, c'est Sébastien. Et donc lui, c'est un scientifique pur et dur, hein, mais il vient quand même vous voir et il dit, bon, bah, c'est vrai que tout ça, c'est pas reconnu scientifiquement, etc., etc.
Bon, l'invisible n'est pas reconnu apparemment. Marquez, vous me direz, l'électricité, au début de l'électricité, les gens devaient peut-être se dire aussi, mais qu'est-ce que c'est que ce truc absolument magique? Il y a quelque chose qui ne doit pas marcher. Donc l'invisible, pour l'instant, on ne sait pas trop, on ne le connaît pas trop, enfin, dans cette partie qui nous occupe aujourd'hui, mais il y va quand même. Et vous dites que ça, enfin, moi, je trouve aussi, ça serait bien que on fasse, on réunisse les deux, c'est-à-dire hein, l'invisible et le visible, parce que dans le fond, on n'est pas fait que l'iceberg, il a une partie en dessous. Bon, la maladie, elle apparaît, bien sûr, mais il faudrait peut-être voir ce qu'il y a en dessous et qu'est-ce qu'elle veut nous dire. C'est ça. La maladie, comment vous, en tant que chaman, quelqu'un vient vous voir, comme par exemple Sébastien, il avait donc son problème. Comment vous décidez de lui faire un rêve chamanique ou une lecture chamanique? Comment vous décidez? Comment ça se passe? Là, avec Sébastien, c'était un petit peu différent puisque c'est moi-même qui lui ai dit, et c'est donc un collègue avec qui j'ai travaillé longtemps, lui-même, il a souffert de fatigue chronique, donc il s'est penché sur la fatigue chronique et il l'a compris de façon physiologique. Mais en même temps, son modèle intégrait tellement la psychologie qu'il avait besoin d'un psychologue pour rendre son modèle praticable thérapeutiquement. Et c'est comme ça qu'on a collaboré. Donc, pour répondre à votre question, euh, les gens peuvent venir me voir suivant différents canaux. D'accord. Si par exemple les gens viennent me voir parce qu'ils ont lu mon premier livre, en ayant lu mon premier livre, ils savent qu'ils veulent un recouvrement d'âme. Donc quelque part, ils me donnent le pouvoir d'être complètement chaman avec eux. J'ai le droit, puisqu'ils sont OK, c'est pour ça qu'ils viennent me voir. Donc là, je travaille avec l'invisible et en même temps, peut-être la particularité de ma pratique, en tous les cas jusqu'ici, c'était que comme j'étais psychologue, ça m'intéressait de passer plus de temps qu'un chaman, on va dire, traditionnel, à parler, à écouter l'histoire de la personne, pour démêler l'histoire. Et je pensais qu'en passant plus de temps pour démêler l'histoire, ça permettait de mieux nettoyer le traumatisme. Ce qui est vrai en partie. Peut-être maintenant, j'ai un petit peu évolué, ou mon travail sur l'esprit des maladies a changé un petit peu ma pratique, mais je pratique encore ça. Donc, quand les gens viennent me voir, je parle une demi-heure, trois quarts d'heure, et puis ça m'aide. Je suis un peu comme, quelquefois je dis en plaisantant, je suis un peu comme un chien à la frontière qui sent ça m'aide à sentir ça me donne des, et donc du coup quand après je rentre en état de conscience modifié avec mon tambour, et ben je sais mieux interpréter les visions parce que je connais l'histoire de la personne. Donc voilà. Euh, Par rapport à ce qui va se passer avec le livre L'esprit des maladies, je ne peux pas décrire encore parce qu'en fait je pense que le livre va faire quelque chose, vers vivre les gens. Quelquefois j'ai du mal à parler français. Ils vont vivre quelque chose d'énergétique à travers le livre qui n'est pas de mon ressort en fait, qui est juste de ce que j'ai canalisé. Et les gens vont revenir vers moi et, et on va travailler ensemble et on verra ce qui vient. Bien sûr, ma casquette de psychologue, en fait, elle est toujours là. C'est un peu comme, je ne sais pas, on va dire un violoniste de jazz qui a appris le violon classique. Dans son jazz, il y aura du classique. Bien sûr, oui. Donc, en fait, dans mon chamanisme, dans ma pratique énergétique, il y a la psychologue qui est là. Et j'aime ce côté psychologue. Mais maintenant, j'apprends un petit peu plus à laisser partir. Je crois que je laisse plus les esprits parler et j'ai envie de passer moins de temps sur l'aspect psychologique. Mais en même temps, j'aime écouter les histoires et je sais que comprendre l'histoire de la personne, ça, ça m'aide dans ma pratique. Ça donne des couleurs à ma façon d'aller toucher le corps des gens, à la façon dont j'interprète les visions. Euh, quand je monte en état de conscience modifié, je reçois des visions pour que les gens fassent des rituels, par exemple. Et quand je connais bien les gens, leur histoire, je pense que du coup, les rituels que je canalise sont plus adaptés à qui ils sont. Donc, en fait, c'est un tout. Ça fait partie d'un tout. Euh, Alors, donc, vous donnez encore des consultations. Vous donnez encore, je dis encore, vous donnez des consultations. ouais, à Comment ça se passe? distance. Par visio? Voilà, j'ai un site internet où c'est pas mal décrit, qui n'est pas complètement fini, mais bientôt. Et par visio à distance. Et aussi, régulièrement, je viens à Paris, peut-être dans d'autres grandes villes, mais enfin, pour le moment, à Paris, j'ai un cabinet en très proche banlieue. Et là, je donne des séances plus longues de 2 heures et demie en face à face qui,
comment dire, où on peut faire plus jouer le corps, en Bien fait. sûr, oui, Donc, bien les sûr. séances à distance ont leur puissance, mais il n'y a pas de lézard. Une séance avec le corps a un autre aspect aussi, quoi. C'est comme on peut réparer une voiture à distance, mais enfin, quand même, c'est pas mal de pouvoir la toucher. Il y a quelque chose de l'ordre du corps qui est investi. C'est différent, oui, bien sûr. Mais enfin, Différent, c'est voilà. déjà important que même à distance, hein, ça passe. Moi, je vois bien dans des consultations intuitives, ça passe, c'est curieux. On me dit, mais comme on est tous reliés les uns aux autres. Alors, vous dites que là, vous parlez, alors c'est la page 81, la peur de Patricia apparaît. Alors moi personnellement, depuis, alors je faisais, c'est pas du chamanisme, mais depuis très très longtemps, j'avais appris j'apprends et je donnais cet exercice à mes clients précisément, bon, de se mettre en état de modifier de conscience et puis de faire venir, bon, alors il y a un rituel, hein, ce que j'appelle le sanctuaire, et de faire venir dans le sanctuaire la maladie ou notre peur ou n'importe quoi. Hein. Et donc là, j'ai vu que je faisais du chamanisme sans le savoir comme quoi, comme Monsieur Jourdain. Mais donc, voilà. Mais vous dites, et c'est ça qui rejoint, ça c'est la psy qui parle, c'est évidemment toujours nos peurs, la peur contre l'amour. Ben, euh, les... Là, c'est ce que j'ai appris de mon travail. Enfin, c'est banal, mais en fait, les deux, c'est même pas des émotions. Les deux énergies fondamentales, c'est la peur et l'amour. Voilà. Il n'y en a pas d'autres. En fait, tout Oui, vient de la peur. Tout ce qui est négatif, on peut dire, vient de la peur. Et tout ce qui nous fait monter en vibration vient de l'ouverture du cœur, l'amour. Il n'y en a pas d'autres, en fait. Et après, tout, c'est décliné, en fait. oui, Euh, c'est ça. Mais alors vous dites bien, la peur de Patricia apparaît, mais elle est lumineuse car Patricia ne la combat pas. Si on accepte la peur, elle nourrit l'ange de lumière. Donc il y a l'ange de lumière et l'autre ange. Donc toutes les comment dire, toutes ces émotions négatives, la haine, alors, les peurs, bien sûr, la frustration, la rage, l'envie, enfin tout ce qui n'est pas vraiment positif, hein, on peut dire, bien ça peut nourrir ça peut être, on va dire, selon l'esprit occidental, un terrain propice à la maladie. là, quand je vous entends parler, c'est quand même très. Finalement, ça rejoint, j'ai rien inventé. Hein. Mon livre invente rien, c'est juste une histoire quelque part. Euh, Même si je pense qu'il y a quelque chose dans cette toile des maladies qui est quand même là. Mais euh, le, le, dans le bouddhisme, on parle bien de la différence entre souffrance et douleur. On ne peut Mhm. pas se protéger de la douleur, ça fait partie de la vie, mais on peut éviter la souffrance. Et la souffrance, c'est notre réaction à la douleur, en fait. Tout à Donc fait, la oui. peur, la colère, la patience. Et donc, euh, je ne suis même pas en train de dire que toutes les maladies ont un sens. Je suis juste en train de dire qu'on peut choisir de donner un De sens. leur donner un sens, oui, c'est Voilà. là une grande Donc, il y en différence. a qui ont vraiment des sens. Voilà. Il y en a, et c'est juste la pollution, le pas de chance, enfin, mais si on choisit de donner un sens, quand je vous disais tout à l'heure que j'ai eu une cystite, là, je me dis, flûte, j'ai claqué 400 euros d'acupuncture et je ne suis pas arrivée à m'en tirer. Maintenant, je suis là avec mes antibiotiques. Mais en même temps, je me dis, bah non, j'ai remercié la maladie en disant merci, ça m'a permis de faire ce travail énergétique avec l'acupuncture. Sans toi, je ne l'aurais pas fait, même si je suis obligée d'utiliser une médecine plus Kalachnikov et que j'aurais aimé danser avec la maladie, j'ai pas pu. N'empêche qu'elle m'a fait vivre quelque chose que je n'aurais pas vécu si elle n'était pas venue. Tout ce voyage d'acupuncture et le travail très puissant que j'ai fait, et ben, si la maladie n'avait pas été là, je ne l'aurais pas vécu. Donc, je peux la remercier. Et d'ailleurs, ça a l'air de marcher. Parce que les antibiotiques, là, je les ai mis de façon sacrée. J'ai prié pour les accueillir. Bon, Marc, ils sont corsés, hein. Mais bon, ils ont l'air de marcher vite. Mais vous voyez ce que je veux dire? Donc, c'est un choix, en fait. On peut tout. Par exemple, c'est une vision aussi que j'ai, la chimiothérapie qui abîme tellement le reste du corps. Moi, je suis persuadée que si on l'honorait comme un démon, comme quelque chose de puissant et de valeureux, euh, on, la chimiothérapie serait plus gentille avec le reste du corps. Elle ferait son travail de Kalachnikov et en même temps, il y aurait quelque chose où on honore. Comme dans la religion bonne, on honore les démons. On leur donne des dans les villages, les démons qui protègent les villages, tous les matins,
le lama se lève et va donner à manger au démon. Et le démon protège. Et ben la chimiothérapie, elle nous aide à survivre, mais on ne l'honore pas. Ah bah ça c'est sûr que non, au contraire, on la combat, on la dénigre. Ça, c'est sûr que c'est pour ça que votre livre, bon, alors je le remontre, hein, L'Esprit des maladies, aux éditions Très Daniel. Euh, la façon dont c'est présenté, la façon dont, à la fin de votre voyage, hein, bon, moi je l'ai dévoré en un week-end, à la fin du voyage, je me suis beaucoup interrogée, il m'a beaucoup marqué. Hein, bon, j'ai mis un peu de temps pour l'interview, ça n'a pas été tout de suite, tout ça. Alors, ça a été rapide, mais quand même, ça a pris un peu de temps. Mais moi, ça a beaucoup, beaucoup travaillé, vraiment. Enfin, pour moi, alors là, c'est pareil, ça n'engage que moi. Mais moi, j'ai le sentiment vraiment très fort que il fait travailler votre livre. Alors peut-être des gens vont le parcourir comme un beau voyage, un bon livre, parce que vous êtes vraiment une conteuse hors pair. J'ai Mais eu de l'aide, hein. Je tiens à dire quand même, j'ai été aidée par une amie, Alora, qui est écrivain elle aussi. Et quand j'étais dans les montagnes du Moustan, elle m'a aidée à. Enfin, c'est moi qui écris le livre, mais j'ai eu une bonne éditrice. Voilà, c'est ça que je veux dire en disant. mais vraiment, je vous dis, moi j'ai suivi votre voyage, je me dis, mais qu'est-ce qu'elle va faire? C'est quoi les enfants dans ce monastère, ces enfants qui vivent dans des conditions, mais mon Dieu, mon Dieu, mon Dieu, quand je vois les gosses ici, notamment dans ma famille, mes petits-enfants, pour les nommer, qui sont, bon, super protégés et tout, et quand on lit ces pauvres enfants, enfin, ces pauvres enfants. Alors là, c'est un très mauvais terme. Ces enfants qui vivent dans des conditions de froid, oh là là, bon, pour se laver, non mais l'eau, elle est à, je sais pas, moins, je sais pas combien, dans l'Himalaya, dans les Himalayas, eh bien, on participe, il reste quelque chose. Vous savez, pour moi, qui suis une grande lectrice devant l'Éternel, quand j'étais petite, je disais, si je me réincarne, je serai livre. Alors, c'est pour vous dire. Donc, il reste, l'important pour moi, quand un livre, il est puissant, il vous reste des choses. Vous savez, il y a des livres qu'on lit, bon, hop, c'est terminé. Puis il y a des livres, ils vous font travailler, même inconsciemment. Je me suis réveillée, bon, je suis insomniaque, j'ai recommencé à être insomniaque. Et donc, là, je pensais cette nuit, et je disais l'esprit, et je revivais le Népal, bon, la Suède m'a un peu moins inspiré, mais le Népal, l'hindouisme, en Grèce avec les rêves et tout ça, oh, voilà, ça m'a fait vraiment, ça m'a fait du bien. Votre livre, il fait du bien. Voilà. Alors, hein, vous allez me dire, alors, les personnes qui me suivent depuis bientôt 13 ans savent que je suis absolument, c'est pour moi la flagornerie est totalement impossible. Et donc, si je dis que j'aime et que je suis passionnée par un livre, c'est parce que je le suis. Et je crois que ça se sent. Alors, je voulais pour terminer, parce que malheureusement l'heure tourne et puis on ne peut pas rester 4 heures, c'est dommage. Euh, quand vous êtes revenu de tous vos voyages, vous avez donc, vous aviez quasiment fini votre livre, enfin votre livre était dans votre tête, vous êtes revenu avec quoi? Qu'est-ce que ce livre finalement par rapport au premier, que malheureusement je n'ai pas lu, mais que je vais lire, qu'est-ce qui vous a... Vous êtes revenu avec quoi dans votre musette quand vous avez fini de votre voyage et d'écrire ce livre? Qu'est-ce que ça Ben, vous a vous-même apporté? je pense que je suis revenue avec la toile des maladies, la toile lumineuse des maladies, C'est-à-dire? c'est-à-dire cette idée que chaque maladie a une vibration et qu'on est relié, donc par exemple, toutes les personnes, on peut prendre le Covid, Oui. on a tous été reliés par la toile de la peur, par exemple, Ah oui, ça oui. d'accord, mais qui a une toile lumineuse. On aurait pu choisir d'être relié par la toile lumineuse. Donc, chaque maladie a une vibration et que toutes les personnes qui souffrent d'une maladie et qui, grâce à cette maladie, évoluent vibrationnellement, montent en vibration, pourraient se connecter et aider d'autres personnes qui ne sont pas au même stade. Donc, Comment, par exemple? par exemple, mon rêve, ça serait un hôpital où quelqu'un qui vient d'être diagnostiqué du cancer, plutôt qu'on lui donne la liste des séances de chimiothérapie, ça oui, la personne peut être accueillie dans une salle de prière, connectée à des milliers de gens au monde, à telle heure, toutes les femmes d'un cancer qui souffrent du cancer du sein gauche, je dis n'importe quoi, hein, là j'ai un Oui, peu, oui. se connectent et prient ou échangent sur un blog ou racontent leur histoire. Et donc la personne, ok,
elle a le cancer physique, mais elle a un espace déjà où elle peut penser sa maladie, où l'âme, l'histoire de sa maladie est accueillie. Elle n'est pas seule. Et c'est ça qui est très puissant. C'est qu'en Occident, on est seul avec notre maladie. L'autre jour, j'ai fait une petite cérémonie le jour où le livre partait chez les journalistes. Il y avait une jeune femme de 17 ans qui a beaucoup d'amis qui souffrent de schizophrénie et de bipolarité. Et dans la cérémonie, cette jeune femme qui n'a pas lu mon livre, elle a compris, elle m'a dit, Claire, ce qui est merveilleux dans la toile des maladies, c'est qu'on n'est pas seul. Mes amis, si je leur raconte, ça va les aider à se sentir moins seuls. Oui, Et c'est oui, ça bien en sûr. Occident, on est seul avec notre maladie. Alors que dans d'autres pays, on n'est pas seul. Et donc là, en fait, on n'est pas seul. Mais il faut le penser, il faut le vivre, il faut l'acter. Et donc, je suis revenue avec cette toile des maladies. Mais comme j'étais seule avec cette conceptualisation, j'ai beaucoup pleuré, en fait, parce que c'est une force énergétique que je ne savais pas maîtriser. Et comme j'ai mis du temps à trouver un éditeur, à finir le livre, maintenant les choses, c'est du bonheur pour moi de savoir que ça circule, parce qu'elle va vivre maintenant la toile. Donc c'est comme si j'avais accouché en riant. Je dis, j'ai fait ce livre pendant 3 ans et après, c'était accouchement sans péridurale pendant 3 ans, en gros. Donc, en fait, c'est ça. J'ai l'impression d'être connectée à cette toile des maladies. Et du coup, les gens pouvaient me parler de leur maladie et puis je partais parce que j'avais pas de maison, j'étais pas ancrée. Ça, c'était mon problème à la limite. Mais c'était aussi un peu fou de faire cette recherche sans avoir une maison. Tous les chamans normaux, ils ont une terre. Ben, moi, j'ai pas de terre. Alors voilà, c'est mon problème. Mais vous me demandez avec quoi je suis revenue avec ça, avec cette toile lumineuse qui est d'une beauté phénoménale et qui contient aussi la souffrance. C'est pas que beau, mais comme je disais, Patricia, la peur n'est plus destructrice parce qu'en fait, on apprend à la laisser couler. Et je suis persuadée que si on, on pouvait travailler avec ce concept de la toile des maladies, ça aiderait les gens. Je me souviens, juste une anecdote pour finir, hein. Ma belle-mère, un jour, était très malade. Elle est assez vieille, elle est allégée maintenant, elle a 90 ans. Elle avait un problème au poumon et elle n'arrivait pas à avoir un rendez-vous avec son docteur. Je fais un petit voyage chamanique et je vois la toile énergétique et je vois un homme de 45 ans, un peu égoïste, qui a guéri de la même maladie que ma belle-mère. Et je lui dis, hey, tu veux pas filer un peu de ton énergie à elle? Et il est tout content parce que tout d'un coup, on lui propose d'être bon en fait, alors qu'il a développé peut-être dans sa vie, il a eu du mal à être généreux pour des raisons, voilà, je ne vais pas dans son histoire. Il dit, d'accord, génial. D'ailleurs, j'ai un rendez-vous chez la médecin, j'en ai pas besoin. Voilà, c'était l'histoire qui est venue dans le... J'appelle ma belle-mère, je lui dis, il y a ce mec de l'autre côté de la planète, il a envie d'être bon, il te donne un peu de son énergie. Elle a complètement adoré l'histoire. Elle l'a appelé Georges. Le lendemain matin, elle avait un rendez-vous avec le docteur. Et en plaisantant, elle a dit, mais c'est Georges qui m'a filé son rendez-vous. Vous voyez, c'est des histoires. Est-ce qu'on rêve? Est-ce qu'on invente? Est-ce que on crée du lien? On crée des histoires. On crée des visions avec cette interconnexion de tous les êtres. C'est une réalité. La physique quantique le prouve, donc j'invente rien. Oui, Mais oui. peut-être, ce que j'espère en tout cas que mon livre propose, c'est utilisons ça, utilisons le génie, utilisons tout notre capacité de travailler ensemble pour faire vivre cette toile des maladies. Et moi, je l'ai fait venir comme ça, mais mon vrai rêve, c'est qu'il y en ait plein d'autres qui se créent des toiles des maladies et que les soignants aient d'autres pensées. Et moi, je ne suis pas là pour dire j'ai raison, faites ça. C'est juste regardez, regardez. Et après, pour que les gens puissent vivre eux-mêmes et continuer de créer. Et Alors, j'espère faire partie de cette aventure, bien sûr. Mais voilà. Claire, bon, justement, je voulais vous demander, alors ça sera vraiment, si ça n'est pas abusé de votre temps, on lit votre livre, et justement, comment faire pour aller dans cette toile des maladies concrètement, comment on fait? Par exemple, moi, je souffre d'insomnie, comment je fais? Alors, bah, une chose aussi que j'ai compris de mon premier livre, c'est que voilà, j'ai donné le livre, je ne peux pas tout résoudre. Bien sûr. Les gens, s'ils sont touchés par mon histoire et qu'ils sentent qu'ils veulent travailler avec la toile, ils peuvent booker une séance et on peut faire du travail. Voilà. Euh, avec les mois qui passent, j'espère que sur mon blog,
je vais pouvoir peut-être créer quelques visualisations pour aider naturellement les gens, pour pas tout le monde ait à payer. Je ne suis pas là pour... vous voyez ce que je veux dire? Oui, tout à fait. Mais en même temps, comme c'est une toile tellement puissante, je dois me protéger, moi. Je ne peux Bien pas sûr. être ouvert, ah, salut les copains. J'ai déjà porté ça pendant 6 ans. Donc, concrètement, sur mon site, on peut prendre rendez-vous avec moi. Dans le futur, j'espère pouvoir peut-être créer des visualisations pour aider les gens. Euh, et j'ai aussi un aspect pour pouvoir travailler avec des professionnels. Si les professionnels sont intéressés, se disent, oh, mais dans mon service, là aussi, on peut me joindre pour que je puisse donner mon expertise, en fait. Euh, et je pense que c'est quelque chose qui va évoluer. Moi, je lance ça dans le monde et je ne peux pas dire dans 6 mois qu'est-ce qui va se passer. Peut-être j'aurai créé des workshops. J'espère l'année prochaine proposer des ateliers. Vous voyez ce que je veux dire? Mais Oui, là, pour oui, le oui. moment, le livre sort, je vais voir ce qui en ressort. Euh, et je pense proposer aussi peut-être, c'est une nouvelle idée, une poste restante où les gens pourront témoigner, mais pas par Internet, pas des blogs, pas machin, avec leurs mots, avec leur cœur, sur du papier, de leur expérience, et qu'après, avec le matériel que les gens partagent, je pense que ça va créer une toile pour le monde. Mais c'est juste des idées là qui... C'est très nouveau pour moi, le fait que ça sort. Donc, il faut que je la laisse sortir et puis que je vois comment ça atterrit. Et comme je suis un peu une accro de la créativité, ça ne m'étonnerait pas que d'ici 6 mois, j'ai une nouvelle idée, quoi. Vous voyez ce que je veux dire? Mais là, elle n'est pas encore née quelque part. Et pour le moment, il faut la laisser vivre, cette toile, et voir ce qui... je pense qu'on est aussi dans une... La technologie nous force à aller tellement vite, en fait. Moi, je conseille aux gens juste de la vivre, cette toile, de juste fermer les yeux et puis de sentir qu'ils sont connectés à quelqu'un d'autre et de prier. Et j'espère que le livre va les aider à faire ça. Euh, euh, Donc, finalement, pour se relier à la toile, il suffit peut-être tout simplement, enfin, il suffit, d'une façon pour les personnes qui ne peuvent pas vous contacter monétairement ou quelle que soit bien sûr. leur raison, Elle eh bien, existe. elle existe, voilà, Il c'est ça, suffit de elle la existe. penser. Il suffit de la penser. Il y a quelqu'un quelque part qui peut vous donner de la force par rapport à... Exactement. Et en même temps, cette personne elle peut elle aussi réaliser que de sa maladie, c'est pratiquement sûr qu'elle a retiré une richesse. Peut-être sa maladie lui a pris la patience, l'humilité, enfin, on ne sait pas. Et que cette richesse, elle peut aussi, elle, l'offrir à la toile en disant, ben moi, j'offre mon humilité, mais j'aimerais bien un peu d'énergie. Ou voilà, Oui, juste. c'est ça, oui, puisqu'on est tous reliés, effectivement, ça c'est simplement, on peut faire Voilà. ça. Voilà. Eh bien, écoutez, je rappelle enfin, l'esprit des maladies, on n'a pas pu parler de tout, on a parlé quasiment de tout, pas dans cet ordre-là, mais comme vous voyez, j'avais tous mes petits bouts de papier. Enfin, donc, l'esprit des maladies de Claire Marie aux éditions Trait Daniel, un livre que je vous recommande chaudement. Ne vous laissez pas, les maladies, finalement, non, c'est pas rigolo. Non, on va pas dire que c'est rigolo, ça serait tout à fait malvenu. Mais honnêtement, c'est vraiment un livre qui est vraiment, vraiment à conserver sur sa table de nuit. Alors, un jour, j'ai fait une liste des 10 livres que j'emporterais sur une île déserte. Et alors, là, il y en a que j'ai enlevé et d'autres que j'ai mis parce que bon, j'ai trouvé que c'était plus intéressant. Donc, vous faites partie des 10. Hein, Oh mon Dieu, waouh! ah non, non, j'ai dit non, 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 ça. Bon, parce on peut. Alors, vous savez aussi, la lecture boulimique. Moi, je suis un peu boulimique aussi de lecture. Bon, mes parents étaient libraires, hein, il faut dire. Donc, effectivement, je suis tombée dans la marmite très tôt. Mais le fait est que les livres que j'ai envie de relire, il n'y en a pas tellement. Hein. Et ce livre-là, ben, le top 10, c'est des livres que je peux relire, 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 relire. Dans le fond, c'est ça le top 10. Enfin, les top 10. Donc, le vôtre, il fait partie des top 10. Bien écoutez, Claire, Et je c'est vous bien, remercie. je voudrais honorer, quand vous dites ça, c'est les esprits derrière qui, j'ai envie d'honorer Sandrine Navarro, qui était mon éditrice chez Très Daniel, qui a puissamment contribué à élever ce livre dans son regard, elle l'a lu une fois, et après je l'ai remanié, et ses suggestions, voilà, je voulais l'honorer aussi. Oui, c'est important de remercier les personnes qui nous aident.
Malheureusement, ça devient de plus en plus rare, mais franchement, c'est important. Très, enfin, pour moi, je trouve ça très important. Et écoutez, Claire, je vous remercie infiniment. J'ai passé un moment, enfin, plusieurs moments d'ailleurs, Merci, merci, très, merci. Ça très fait plaisir agréables. pour moi Alors, de voir vivre la toile. C'est ouf. ah, mais alors la toile du web aussi, hein, du web, et vraiment, vraiment, ça a été un pur moment de bonheur. Je vous remercie infiniment. Et puis, je vous dis peut-être à bientôt, peut-être dans un autre livre, on ne sait jamais, on ne sait jamais, un autre livre ou autre chose, des On, ateliers. on fait un petit coup de pour fermer Oui, l'enregistrement tout à fait. et les montagnes tibétaines. Merci. C'est moi qui vous remercie. À très bientôt, Claire. À bientôt.